Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du 12-15, voici les titres de l'actualité. Premier discours post-électoral de Ibrahim Boubacar Keïta, alors que son opposant Soumaïla Cissé continue de crier à la fraude. Le chef de l'État réélu a appelé à l'unité du peuple malien. Dans l'actualité également, au Congo, l'ex-chef rebelle, le pasteur Ntoumi, a accepté le principe de désarmement évoqué lors de la signature de l'accord de cessez-le-feu avec le gouvernement le 23 décembre 2017. Pour en discuter, nous recevons le docteur Marcel Guitoukoulou, ancien candidat à la présidentielle au Congo. Et puis en Angola, 5 ans après sa construction, le bilan de Kilamba Kiaxi, l'une des 5 villes construites par la Chine, est mitigé. Plus de la moitié des logements restent inhabités. Réélu à la tête du Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a tenu son premier discours post-électoral. IBK a insisté sur l'unité des Maliens, le travail et le développement qui seront selon lui les éléments clés de son second mandat. Son investiture est prévue pour le 4 septembre prochain. Le point avec Mokhtar Bari. Élu avec 67,16% pour un second mandat de 5 ans, Ibrahim Boubacar Keïta place cette confiance sous le signe du rassemblement et de la paix dans tout le pays. À 73 ans, le chef de l'État malien, tout en déplorant l'incident ayant causé la mort d'Ibrahim Cissé, président d'un bureau de vote dans le cercle de Niafinké, salue le bon déroulement du scrutin et le civisme de ses compatriotes. Il promet de rassembler tous les Maliens. Je serai le président, n'en doutez point, de toutes les Maliennes et de tous les Maliens. En votre nom à tous, je servirai le Mali selon les principes républicains, aucun doute. Passionnément, avec dévouement et intégrité totale. Après le verdict de la Cour constitutionnelle, le président Ibrahim Boubacar Keïta a tenu à féliciter les forces armées maliennes pour la sécurisation du territoire durant tout le processus. Il exhorte ses compatriotes à redoubler d'ardeur dans le travail pour redonner au Mali son lustre d'antan. Beaucoup reste encore à faire et nous le ferons, Inch'Allah. Votre confiance renouvelée appelle à l'humilité. À l'humilité. Pas au triomphalisme, pas à la fanfaronnade. Non, à l'humilité. À l'humilité. Mais en même temps, au courage, à la détermination. Le président malien veut faire de ce mandat celui de la jeunesse à qui il compte confier des responsabilités durant les 5 ans. Il sera investi le 4 septembre 2018. Au Congo, Frédéric Binsamou, plus connu sous le nom de Patser Ntoumi, ex-chef rebelle congolais, a accepté le principe du désarmement. Ce mardi 21 août, lors de sa première apparition depuis la signature d'un accord de cessez-le-feu, le pasteur Ntoumi a reçu dans son fief du département du Poul les membres de la commission en charge de mettre en œuvre cet accord de paix. Pour en discuter, nous recevons le docteur Marcel Guitoukoulou. Bonjour docteur et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, le pasteur Ntoumi a déclaré « Je viendrai moi-même lancer le désarmement, mais donnez-moi les moyens ». Que pouvez-vous dire sur cette phrase? Écoutez, je m'incline déjà devant la mémoire des Congolais, des compatriotes qui ont trouvé la mort dans tous ces événements du Poul, qui ne datent pas d'aujourd'hui, qui datent d'il y a 20 ans. Qui pourrait se mettre en travers de la paix? On ne peut que se féliciter de l'initiative amorcée depuis décembre dernier par les deux protagonistes, le gouvernement et le pasteur Ntoumi, au travers de leurs représentants respectifs. Aujourd'hui, nous arrivons à l'aboutissement. C'est le point de départ et le point d'ancrage pour la reconstruction d'un véritable état de droit chez nous. C'est la base. Et les populations du Poul qui ont subi les affres de cette guerre ne peuvent que se féliciter. Pour avoir moi-même contribué les années antérieures à l'instauration et à l'établissement de la paix dans le département du Poul, je ne peux que appeler à la poursuite des efforts qui ont été amenés et que ces efforts ne soient pas entravés. S'il y a des moyens à mettre à la disposition des équipes qui travaillent, en tout cas au nom de la paix, au nom de l'unité nationale, je demanderai à chacun de pouvoir mouiller sa chemise pour que les choses aillent pour le mieux. D'accord. Et au nom de la paix, vous trouvez qu'il est normal que le pasteur Ntoumi s'en sorte impuni, comme certains disent? Écoutez, les termes de l'accord sont clairs, nets et précis. Je ne vais pas discuter un accord qui est déjà signé. Mais c'est vrai que
je suis quelque peu troublé. Troublé par le fait qu'on met plus en avant les protagonistes que les citoyens qui ont tout perdu dans ces élucubrations des hommes politiques. Et c'est pour ça que j'ai moi des propositions à faire. Ce n'est pas de parler de l'impunité, mais c'est de parler du pardon, dans la vérité, dans la réconciliation. Et je pense que dans le cadre du département du Poul, le moment est venu pour que les fils et les filles de ce département puissent se retrouver autour de cette question. Parce que la paix, il faut la faire entre protagonistes, c'est vrai, mais il faut la faire avec les populations. Comme disait le général de Gaulle, ce qu'il faut surtout pour la paix, c'est que la compréhension des populations soit de la partie. Parce que les régimes, on sait ce que c'est, ça passe, mais les peuples, eux, ne passent pas. Et c'est pour ça que, dans le cadre du Poul, il faut penser les blessures des populations. Et comment penser ces blessures? Comment parler de paix? Pour penser ces blessures, vous voyez, en Afrique du Sud, ils avaient fait une expérience qui a fait tache d'huile dans le monde. Lorsque le bourreau et la victime se retrouvent face à face, ça fait un choc, mais qui finit par construire quelque chose de positif. Et c'est pour ça que je demande que dans le cadre strictement de ce conflit du Poul, au moins que les populations, pour une fois, puissent avoir la parole, puissent s'exprimer, dire ce qu'elles pensent, de façon à ce qu'elles accompagnent elles-mêmes également cette paix. Il y a des traumatismes moraux qui ne sont pas pris en compte, mais il faut les prendre en compte. Si on ne les écoute pas, si on ne les interroge pas, si on fait la paix au-dessus d'elles, ces populations n'adhéreront jamais. Et c'est pour ça que je finis par dire, et au pasteur Toumi, et au gouvernement de la République, que le moment est venu de bâtir une paix définitive qui intègre les besoins des populations elles-mêmes. Merci, Dr Guy Toukoulou, d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes un ancien candidat à la présidentielle au Congo. La Tabaski, ou l'Aïd el-Kébir, est célébrée par les musulmans du monde entier cette semaine. À Dakar, l'achat du mouton, essentiel pour une Tabaski réussie, s'est fait dans les marchés. Une aubaine pour les commerçants qui profitent de cette période pour réaliser leurs meilleurs chiffres. Voyons ce reportage de El Hadji Ndiaye. En plus du mouton, la fête de Tabaski ou Aïd el-Kébir est une vraie opportunité de business. Sans doute, les commerçants font de bonnes affaires en cette journée. Même les vendeurs d'accessoires comme les couteaux et autres se réjouissent de la bonne marche des affaires. Pour moi, grâce à la vente de couteaux, j'aurai de quoi compléter pour acheter un mouton. En cette période, c'est un business qui marche très fort. La tendance des chaussures pour cette année, c'est le talon carré. Les clients n'achètent que ces modèles. Jusque-là, j'arrive à écouler les marchandises. La Tabaski est aussi un moment où les ruraux qui travaillent dans les villes retournent vers leur village pour la fête. Les transporteurs aussi voient leur chiffre d'affaires augmenter sensiblement, ce qui n'est pas du goût des clients. Moi, je quitte Koloban pour aller à Touba, mais les prix sont excessifs, de 1500 à 3000 francs CFA. Du côté des marchés de légumes, certains Sénégalais déplorent des hausses opérées sur les prix de certains produits, dont l'oignon et la pomme de terre. Les prix du kilogramme se sont vus doubler ou tripler. Pour rappel, la fête de l'Aïd el-Kébir est prévue au Sénégal mercredi 22 septembre 2018. Quilamba, c'est le nom de l'une des 5 villes construites par la Chine en Angola entre 2011 et 2013. 5 ans après la livraison, le bilan est mitigé. Le projet ambitieux a prévu 500 000 logements et actuellement, seulement 100 000 sont occupés. Voyons les précisions de Solène Duplessis. Quilamba, ville nouvelle située à 30 km de Luanda, est aujourd'hui l'un des plus grands quartiers résidentiels du pays. Un complexe immobilier qui fournit des logements à plus de 100 000 résidents, des appartements modernes et confortables qui améliorent les conditions de vie des habitants. Comme la famille Santos qui bénéficie d'un logement de 120 mètres carrés avec eau courante et électricité, dans un pays où le taux d'électrification en zone rurale est d'environ 8%. À l'époque, je vivais dans des conditions précaires, dans un logement loin de la ville. Mais mes revenus ont augmenté, donc j'ai pu déménager dans cette nouvelle ville et ma vie s'est considérablement améliorée.
La ville nouvelle de Quilamba, inaugurée en 2011, était à l'origine une promesse de campagne de l'ancien président angolais, José Eduardo dos Santos. L'objectif, construire 1 million de foyers en 4 ans pour combler la pénurie de logements. Un chantier pharaonique de 3,5 milliards de dollars, construit par la Chine, mais des ambitions toutefois revues à la baisse. Pendant plus d'1 an, les logements de cette ville nouvelle sont restés inoccupés. Lorsque les premiers appartements, les premiers immeubles ont été livrés, l'offre n'a pas correspondu à la demande. Les couches moyennes, dont une partie du programme immobilier lui était destinée, n'a pas réagi. Et puis la partie des programmes sociaux, elle, bien évidemment, a subi le même sort. Les populations pauvres, par manque de moyens, vu le niveau d'acquisition et même de location, elle n'a pas pu. Il y a aussi une grande perte en termes de recettes, puisque le taux d'occupation étant relativement faible, je crois qu'il tourne maintenant autour de 25%, qui fait autant de pertes en matière de gestion. La ville de Quilamba était à l'origine conçue pour abriter 500 000 personnes dans un pays de 28 millions d'habitants, où près de 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté, dans des conditions précaires. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.